Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission Market Eye. Aujourd'hui, on va parler de la finance et nous allons voir ensemble avec nos invités comment est-ce que la finance se transforme avec l'IA, comment les services marketing, comment les process, comment aussi les thèses d'investissement changent avec l'IA. Nous allons voir ça ensemble avec nos invités que je fais monter sur scène tout de suite puisque nous allons être entourés de Alexandre Crène. Alexandre, tu es là, tu es cofondateur et CEO de EDA. On aura l'occasion de présenter un peu plus ce qu'est EDA après. Nous sommes avec Thomas Perrault, tu es VC Investissement Director chez 50 Partners. Et nous sommes avec Pierre-Marie de Fortville, qui est cofondateur de Ivesta, qui est un family office. Et nous serons aussi rejoints par Célestin Hermès, qui est Senior Data Scientist chez Coinbase, et Vincent Toiti-Thomas, qui est Head of Marketing et Communication de Northzone. Alors, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, donc on a enregistré des interviews il y a quelques jours seulement, et on vous les diffusera. Ça durera 5 minutes, et puis vous aurez le replay ensuite sur Internet. Beaucoup de questions donc sur ce sujet de la finance. Merci à tous nos invités d'être là aujourd'hui. Et je vous propose qu'on débute tout de suite cette émission en se présentant, en essayant de comprendre un peu qui sont nos invités et de comprendre surtout quelles sont les expérimentations qu'ils réalisent aujourd'hui. On va commencer par toi, Alexandre, si tu veux bien. Donc, tu es, comme je le disais, cofondateur de EDA. Alors, on va voir du coup, EDA, c'est le site internet. Donc, EDA, vous accompagnez les fonds et les investisseurs à faciliter la gestion de leur deal flow. Donc, vraiment, cet enjeu de je suis investisseur, je passe des deals et comment je fais pour ensuite monitorer tous ces deals. Donc aujourd'hui, vous êtes une plateforme, on pourrait dire, qui accompagne, qui a un outil, un tools pour les investisseurs, alors peut-être aussi les business angels, tu me diras. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'IA vous percute et comment est-ce que vous évoluez, vous vous transformez avec l'arrivée de l'IA dans votre business? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Romain. Ravi de venir parler de ce sujet. Donc, oui, moi, je suis Alexandre, je suis cofondateur et CEO de EDA. Donc, EDA, nous, effectivement, on travaille avec les investisseurs pour leur permettre de gérer au mieux leur deal flow, mais aussi leur portfolio management et tout ce qui va toucher à toutes les parties de leur process, leur communication en interne et en externe. On existe depuis 2017, on accompagne plus de 130 fonds d'investissement, corporate venture, family office, incubateur, quelques business angels aussi partout dans le monde, pas uniquement en France. Et pour nous, aujourd'hui, les sujets de l'IA, en vrai, c'est des sujets qui existent depuis plusieurs mois, voire années, hein, mais on ne les appelait pas IA avant, on les appelait automatisation, ce genre de mots qui sont peut-être un peu moins sexy que l'IA, mais c'est des vrais sujets que nous on prend à bras le corps, on va dire, sous trois, en tout cas sur le deal flow. Aujourd'hui, je devais parler un peu plus du deal flow. Si je devais segmenter trois gros sujets que l'IA va vraiment pouvoir améliorer, que nous on travaille dessus au quotidien et on est en train de travailler pour sortir des choses dans les prochaines semaines d'ailleurs. La première, c'est la donnée, qui est un peu le cœur le nerf de la guerre sur beaucoup de sujets, tant en termes de quantité et de qualité, comment est-ce qu'on la traite, comment est-ce qu'on la récolte, comment est-ce qu'on la segmente, comment est-ce qu'on la fait rentrer dans des systèmes, des outils, des systèmes d'informatique. Par exemple, sur EDA, comment est-ce qu'on entre la data qui vient de partout, de mails, de documents, d'internet, et comment est-ce qu'on la formate pour qu'il n'y ait pas d'humain qui le fasse. Le deuxième sujet que je dirais, la précision de l'analyse et de l'évaluation, c'est quand même l'un des principaux challenges pour un investisseur lors de son deal flow, et la rapidité de la prise de la décision pendant le deal flow. Comment est-ce que l'IA peut impacter un peu toutes ces choses-là? Je pense que c'est en grande partie en automatisant une grande partie des process. C'est ce que nous, on essaie de faire au quotidien pour nos clients d'ailleurs. Par exemple, sur la récolte et le tri de data, il y a énormément de choses qui sont un peu partout. Comment est-ce que l'IA, l'automatisation de la récolte de cette data? Ok, c'est hyper intéressant, vraiment cet enjeu de la data. C'est vrai que souvent, quand on parle d'IA, alors de plus en plus en fait, j'allais partir sur, mais je trouve que de plus en plus, on intègre vraiment le sujet de la data sur l'IA et on en parlait juste avant que l'émission se lance. Il y a pas mal de conférences, la Madi Keynote qui sont en train de sortir, qui avait lieu hier. Je vous invite à aller les voir, elles sont hyper intéressantes. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était typiquement L'Oréal qui a fait vraiment, qui a vraiment développé pas mal de sujets autour de l'IA ces derniers temps, mais il disait en fait, ça fait 3 ans qu'on bosse sur le sujet, ça fait 3 ans qu'on clean la data le plus possible pour qu'au moment où il y ait l'arrivée vraiment
de l'IA, on soit en capacité de la développer. Donc toi, c'est ce que tu dis, c'est vraiment nous, comment on accompagne déjà tant à la data, comment on l'analyse, et puis ensuite, est-ce que sur les sujets de prise de décision, c'est des sujets sur lesquels l'humain est encore au cœur, ou est-ce que vous Non, vous ouais, dites, alors tiens, il y a peut-être des sujets à aller chercher aussi là-dessus? c'est une super question parce que nous, on parle énormément, ouais, évidemment, avec plein d'investisseurs. Moi, je reste, toute la boîte, on reste persuadé que le monde du private equity et le monde startup, et encore plus quand c'est en early stage, c'est un monde où l'IA est quand même pas prête de remplacer l'humain à 100%, notamment sur la prise de décision. Cependant, moi, je reste quand même persuadé qu'il y a certains secteurs de la finance. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas de représentant de ces secteurs-là pour en parler, mais tout ce qui va être peut-être prêt bancaire ou des choses qui sont plus traditionnelles et avec des datas qui sont plus quantifiables et vraiment beaucoup plus normées, où l'IA va vraiment pouvoir aller dans de l'analyse extrêmement fine de business, voire potentiellement jusqu'à de la prise de décision. Mais aujourd'hui, nous, comment on voit l'IA par rapport à cette prise de décision, c'est comment est-ce que l'IA et les automatisations va permettre de réduire le temps humain passé sur des actions à faible valeur ajoutée humaine pour justement permettre de garder le temps humain sur la prise de décision et sur l'analyse et analyser ça. Parce que le métier d'investisseur, je laisserai mes deux collègues en parler aussi, mais pour moi, le métier d'investisseur, il y a une énorme partie humaine de rencontres, de network, de discuter avec les entrepreneurs, de comprendre leur business, de comprendre qui ils sont. Est-ce que c'est la bonne personne pour matcher avec ce business, pour matcher avec ce business model-là et cette industrie? Et ça, c'est par essence très humain et je pense pas encore que l'IA soit prête de remplacer cette partie-là. Alors du coup, je vais laisser la main à Pierre-Marie. Alors Pierre-Marie, toi, tu as cofondé du coup un family office qui s'appelle Ivesta. Quand on préparait cette émission, tu m'as dit on est un family office haute couture. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet enjeu d'aller le plus proche possible des clients, de les accompagner au mieux. On parlait avec Alexandre de ce débat entre l'IA et l'humain. Comment toi tu l'utilises justement dans cette capacité à peut-être continuer à apporter un service client le plus qualitatif possible? Est-ce qu'il y a des problèmes que tu avais avant que tu arrives à résoudre avec l'IA? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous partager un peu toi ton usage aujourd'hui de l'IA chez Ivesta? Ouais, alors nous, chez Ivesta, on est un family office effectivement qui regroupons 100 entrepreneurs français de la diaspora française, qui sont des entrepreneurs de première génération, donc qui ont gagné leur patrimoine soit sur la partie plus start-up ou LBO. Et donc aujourd'hui, on est 50 family officers chez Ivesta pour gérer donc une centaine de clients, ce qui représente à peu près 5 milliards d'euros. Donc après, pour rebondir sur ce que disait Alexandre, nous, on est évidemment au balbutiement d'implémentation de solutions IA dans notre business. Nous, dans notre secteur, ça ne va pas révolutionner notre secteur. Nous, c'est un boost de productivité qu'on attend. Effectivement, il y a tout ce sujet de base de données. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur une base de données hyper efficiente pour pouvoir, au gré en fait, des innovations, dont l'IA et autres innovations, pouvoir l'exploiter au mieux, de manière automatisée, etc. Et donc gagner du temps. Et après, il y a tous les sujets, j'ai envie de dire, un peu classiques à beaucoup de business, c'est-à-dire, ça va de la rédaction de contenu. Dernièrement, on a eu un truc assez amusant. Nous, par exemple, on a beaucoup de recherches dans mon métier, que ce soit des recherches financières ou des recherches juridiques et fiscales. Donc, par exemple, je prends un cas, on avait une recherche à faire sur un sujet de la convention fiscale franco-chilienne. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats, si ce n'est aucun en France, qui a déjà traité cette convention. Néanmoins, ils ont des outils pour le faire. Plutôt que démarrer de zéro avec un avocat et puis d'avoir 500 € de l'heure pour 5 heures de recherche sur l'analyse, sur la première lecture de cette convention fiscale, et en 5 minutes, avec ChatGPT, c'était réglé. Et on avait les enjeux, en tout cas, qui ensuite, pour le dernier kilomètre, nécessitaient évidemment un expert pointu à forte valeur ajoutée. Mais donc ça, c'est pareil, je pense, pour les experts comptables, les avocats et les conseillers patrimoniaux financiers. Toute la partie à faible valeur ajoutée, là-dessus, elle est complètement disruptée, c'est certain. Et ça, c'est un gain de productivité pour nous. Nous, on ne voit pas ça comme une disruption de notre activité, on voit plutôt ça comme un gain de productivité de dingue, en fait. Donc ça, c'est un exemple assez concret.
Évidemment, il y en a plein d'autres, et plein d'autres applications, hein. Alexandre, avec tout ce qui est due deal, évidemment, analyse financière, etc. L'autre jour, par exemple, j'avais été visiter un immeuble pour le compte d'un client qui voulait acheter un immeuble en première visite. Tu as le prix, les frais, le taux d'emprunt, le loyer, enfin tous ces éléments, tous ces paramètres financiers, si tu veux, tu les rentres dans le chat GPT, plutôt que d'attendre d'être au bureau, de demander à un junior ou un stagiaire de faire un Excel pour ton calcul de TRI. Dans le taxi au retour, en 2 minutes, il m'a donné mon TRI à 10 ans, à 20 ans, selon les paramètres que je rentrais, ça m'a pris 30 secondes. Enfin, voilà, ça c'est Ouais, c'est hyper intéressant. ça, c'est des applications très concrètes qui boostent la productivité, qui ne sont pas révolutionnaires pour notre métier. Nous, on est dans le family office de haute couture, effectivement. Donc, les datas, en fait, elles ne sont pas très répétitives. C'est que des cas uniques, en fait. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas révolutionné, si tu veux, nous, notre activité. Ouais, donc on n'est pas sur l'automatisation dont parlait Alexandre. Par contre, cette capacité à avoir des premières lectures et de faciliter la lisibilité d'une problématique qui t'est adressée, qui est mise sur ton bureau, et chaque problématique est différente chaque jour, ça t'aide du coup à comprendre un peu mieux de quoi il en ressort. Alors, Ok. et en plus, là où il faut mettre une énergie, en fait, et là où il faut mettre de l'énergie, l'intelligence, ça permet de passer toute la partie un peu plus scan, en fait, et synthèse, quoi. Ouais, hyper intéressant. Et effectivement, c'est vrai que je pense que le cas de la finance ou des avocats, comme tu disais, sont effectivement peut-être un des secteurs privilégiés pour aller chercher de l'analyse le plus rapidement possible, effectivement, sur un sujet. Je vais laisser la parole à Thomas, du coup, pour finir ce premier tour de table. Thomas, toi, du coup, donc, tu travailles chez 50 Partners. Ton titre, toi, du coup, c'est vraiment que tu es VC Investment Director, donc tu pilotes les investissements de 50 Partners. Si je dis pas de bêtises, dis-moi si c'est une erreur. C'est correct. Et la question que j'aimerais te poser, c'est vraiment de se dire comment est-ce que, à la fois chez 50, en gros, est-ce que ça a changé ton métier, toi? Alexandre disait effectivement, aujourd'hui, on va essayer de donner le plus de temps possible à l'analyse, au feeling, à l'humain. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles toi, tu capitalises justement? Et est-ce que tu as réussi à automatiser des choses? Ou alors, un peu comme Pierre-Marie, finalement, tu as tellement de dossiers sur le bureau qui sont différents que aujourd'hui, c'est quand même compliqué de réussir à automatiser ou d'utiliser l'IA quand on est investisseur. Je dirais que ça a apporté des changements sur 2 dimensions. Dans mon aspect métier au quotidien, comme ça a été dit, effectivement, l'intelligence artificielle permet de gagner en productivité. On a des outils, on utilise déjà beaucoup d'outils, hein, notamment Airtable, Notion pour les plus connus, qui eux-mêmes intègrent de l'IA dans leurs solutions. Donc en fait, nous, au quotidien, on a des outils qui sont aussi améliorés par l'IA dans notre métier. On a aussi des domaines, notamment effectivement dans le domaine juridique, on a aussi beaucoup d'innovations qui nous permettent d'aller plus vite sur certains dossiers. Il faut vraiment voir l'intelligence artificielle comme une aide à la décision et pas comme un remplacement de la prise de décision. C'est hyper important de rester quand même hyper alerte sur les décisions qu'on prend et totalement responsable aussi. Mais l'algorithme, en tout cas, permet souvent de prendre une décision plus éclairée. Et aussi, il faut quand même, dans notre métier, faire très attention à ce qu'on déverse sur les algorithmes d'IA. Le métier de l'investissement, c'est un métier très réglementé. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. On a souvent entre nos mains des informations très confidentielles et on ne peut pas non plus utiliser les outils sans au préalable faire un audit des conditions aussi d'utilisation des données qu'on peut déverser pour pouvoir utiliser les outils d'intelligence artificielle. Et la deuxième dimension sur laquelle ça impacte mon métier, chez 50 Partners, dans notre ADN, on accompagne les entrepreneurs dans leur croissance. Et donc, dans cette logique d'accompagnement, l'intelligence artificielle vient aussi disons, apporter des innovations pour les startups dans lesquelles on investit. Chez 50 Partners, on investit dans des startups en early stage, donc en amorçage pour des startups jeunes qui vont jusqu'à la série A, série B ensuite. On continue à les accompagner. Et donc, quand l'IA générative arrive sur le secteur, forcément, ça va venir apporter des modifications parfois assez conséquentes sur les modèles économiques des startups dans lesquelles on a déjà investi. Ça, c'est aussi dans le métier au quotidien, dans notre métier aussi d'accompagnateur de start-up. Forcément, on a un regard hyper attentif à l'évolution des innovations et l'intelligence artificielle existe déjà depuis de nombreuses années. Elle est déjà utilisée par nos start-up. Là, on est plutôt sur l'application de générative AI et c'est plus sur ce domaine-là d'innovation qu'on va prêter attention dans la façon dont ça peut bouleverser ou améliorer ou optimiser des modèles économiques existants dans lesquels on investit. Et est-ce que justement le fait d'accompagner ces startups à parfois peut-être pivoter parce que tout d'un coup le modèle éco fonctionne mieux ou parce qu'il y a
un potentiel de performance qui est très fort. Est-ce que c'est un accompagnement, je dirais classique, parce que chez 50, en plus, vous êtes connu pour vraiment accompagner vos startups, enfin vraiment très proches, ou est-ce que vous mettez des task force en place justement pour essayer très rapidement de pouvoir accompagner ce pivot, ce bouleversement? Comment ça se passe chez vous? Il faut voir l'intelligence artificielle générative comme une innovation parmi d'autres. C'est une innovation majeure, mais 50 Partners existe depuis 12 ans et en fait, des innovations majeures, il y en a eu plusieurs. C'est des cycles en fait d'innovation. Donc nous, ça fait partie de notre métier d'être hyper attentif à l'essor de ces innovations et aussi de pouvoir s'adapter à ces innovations auprès des startups. Donc en fait, des task force, des ateliers de co-développement, on en organise en permanence. Et donc je dirais que c'est aussi le challenge qu'on a nous en interne, hein, c'est d'être hyper attentif à toutes les innovations dès qu'elles surgissent sur le marché. Ok. Eh ben, du coup, je te propose qu'on donne la main à Vincent Toiti. Vincent, il est Head of Marketing de North Zone. C'est un fonds d'investissement à Londres. Et du coup, alors c'est une petite vidéo qui va durer 5 minutes. C'est l'interview qu'on a réalisée hier avec Vincent. Malheureusement, il ne pouvait pas être là avec nous. Mais en tout cas, ce que je trouvais intéressant, ou en tout cas ce que j'ai voulu chercher dans cette interview, c'était vraiment de comprendre quel était son métier et un peu comme toi, Thomas, de comprendre qu'est-ce que ça venait chercher, bouleverser dans son métier et quels étaient les points d'attention qu'il avait maintenant qu'il était dans cette grande vague de la Gen AI. Alors Vincent, je suis directeur marketing et communication d'un fonds qui s'appelle Northzone. On investit en Europe et aux États-Unis depuis 1996. Ça dépend vraiment des fonds. Nous, ce qu'on fait, c'est que 50% de mon temps est dédié à finalement protéger la marque et expandre la marque. Donc vraiment un job de communicant et de marketeur dans une boîte. Faire en sorte que les entrepreneurs soient au courant qu'on investit dans leur marché, sur leur verticale. Et 50% du temps restant, c'est vraiment conseiller un petit peu comme une agence en stéroïdes les boîtes de notre portefeuille sur leur sujet de communication, de marketing, un sujet de crise. Et donc du coup, la vision 360 qu'on a en tant qu'investisseur leur permet d'avoir finalement cet advisor à la demande. Aujourd'hui, c'est beaucoup sur le contenu. Et en fait, beaucoup aussi sur l'introspection, sur ma productivité très personnelle. Donc aujourd'hui, en tout cas depuis 1 an, ça va être sur du copywriting, sur la prise de notes, faire des interviews. J'ai quand même l'impression que quand tu es un marketeur aujourd'hui, la barrière de création n'a jamais été aussi basse. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans à faire des podcasts comme tu fais, c'était dingue, il fallait tout préparer, même le setup était compliqué, on n'avait pas les outils qu'on a pour même record. Et là aujourd'hui, tu fais une interview avec quelqu'un, tu passes 15 minutes, 20 minutes, tu peux avoir un transcript, tu peux faire un blog post, tu peux le traduire immédiatement. Alors, c'est pas parfait, et évidemment, ça ne remplace pas le travail du marketeur. En revanche, la barrière à l'entrée est très basse, et finalement, si tu fais pas de contenu aujourd'hui et que tu es une marque, tu rates beaucoup d'opportunités de parler à tes consommateurs parce que tout le monde va le faire et ça va être de plus en plus difficile de devenir différenciant quand tu fais du contenu pour cette raison, parce qu'en fait la barrière elle a complètement baissé. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue test de marché, nous on passe beaucoup de temps sur l'application AI et très peu de temps sur ce qui va être LLM, fondation LLM. Tout simplement parce que la thèse que, en tout cas, mes collègues ont qui investissent, c'est que l'AI, c'est équivalent au digital, ça va impacter toutes les boîtes, qu'elles soient grosses corporate du CAC 40 ou une start-up de San Francisco. Et donc pour nous, en fait, on est vraiment en train de passer du temps à quelles sont les applications de l'AI sur les verticales. Et c'est là-dessus qu'ils passent beaucoup de temps. Donc en fait, finalement, mes collègues sont pas si intéressés que ça par l'usage aujourd'hui de ce qui se passe, parce qu'ils ont quand même l'impression que c'est pas assez, c'est pas prêt, quoi. D'un point de vue marketing, purement marketing, quand tu vois des boîtes qui pivotent, et c'est les mêmes boîtes, alors celles qui ont fait le cycle Internet,
Maintenant, c'est le cycle il y a eu le cycle crypto, Web3, et qui font de l'AI maintenant, gros drapeau rouge. C'est des boîtes qui n'ont pas de stratégie, en fait. Si tu n'as pas de stratégie aujourd'hui, finalement, tu vas pas savoir comment utiliser l'AI. Si tu as une stratégie très claire, mais que l'AI, à un moment donné, c'est une brique intéressante pour toi qui va te permettre d'avancer plus vite, oui. Donc pour moi, aujourd'hui, la pédagogie, elle se passe plus sur comment tu vas structurer ta data, comment tu vas structurer ton équipe pour ajouter une brique AI. Mais finalement, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il te faut une stratégie pour utiliser la technologie de manière efficiente. Finalement, c'est de plus en plus peut-être technique de faire du marketing, mais ce qui va rester, c'est tu vois, la confiance, tu vas créer de la confiance, c'est quand même très difficile aujourd'hui, créer de l'amour, créer de l'émotion. Les marques de luxe le font très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu regardes en termes de marché, le luxe marche très bien parce qu'en fait, le luxe, c'est les fondamentaux. C'est des boîtes qui réfléchissent vraiment à quelle est la valeur de leur marque, quel est le premium. Et donc, le luxe, ils ont vraiment galéré au moment de la bulle Internet. J'imagine depuis 15 ans, en fait, ça a été quand même compliqué d'un point de vue industrie. Et aujourd'hui, tu vois que ça reprend. Il y a une vraie consolidation du marché du luxe parce que le luxe, c'est les fondamentaux de ce qui nous rend humains, de ce qui nous rapproche. Donc, pour moi, c'est ça le futur du marketing. C'est-à-dire que peut-être que on n'aura plus besoin d'avoir des équipes de 150 personnes dans une grande boîte parce qu'il y aura énormément d'usages qui auront changé. En revanche, le besoin marketing, je pense même qu'il est encore plus fort aujourd'hui dans des entreprises parce que tu vas avoir besoin d'être différencié. Nous sommes de retour. Bon, donc effectivement, intéressant de voir que, encore une fois, on est sur du test and learn, on essaye de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser en tant qu'investisseur. Et puis j'aimais bien le côté red flag de, ok, effectivement, il faut avoir une stratégie, il faut éviter de pivoter tous les 4 matins, et l'IA est au service d'une stratégie et c'est pas l'inverse. Et ça, je trouvais ça intéressant. Toi, Alexandre, du coup, avec EDA, est-ce que tu as est-ce que tu as comment dire, des besoins qui sont formulés par tes clients et est-ce que tu sens qu'il y a des fonds qui ont décidé d'y aller extrêmement fortement, où tu te dis limite toi, waouh, c'est ambitieux, mais on vous accompagne, on y va. Est-ce que tu sens que voilà, il y a un peu des mouvements, je dirais, sur le marché des investisseurs ou de la place financière sur ce sujet de l'IA? Est-ce que tu as l'impression que ça bouge un peu les lignes en fait? Très clairement, oui. En tout cas, d'un point de vue comment les fonds vont s'organiser. On parlait aussi, notamment, l'un des plus gros points, c'est, pour revenir sur la data et sur comment on rentre la data, Pierre-Marie en parlait sur la complexité des fois de la data dans le monde de la finance. Et quand on est sur des assets beaucoup plus particuliers qu'un business model classique, c'est là où l'IA et l'automatisation peut permettre de mieux interpréter un gros set de données pour venir l'intégrer rapidement. Ça, c'est des grosses choses que nous, on entend beaucoup, mais ce qui est très intéressant, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Vincent sur ce sujet de stratégie, c'est qu'il y a des boîtes qui ont fait blockchain après IA pour un peu surfer sur tous ces buzzwords. Comme je disais avant, il y a l'IA. Avant l'IA, ça s'appelait l'automatisation. Et nous, ça fait des années qu'on va nous demander de l'automatisation, qu'on nous demande d'automatiser des process, qu'on nous demande d'automatiser de l'import de données ou ce genre de choses. Donc, c'est des choses qu'on travaille au quotidien depuis plusieurs années. Là où, en fait, l'IA a juste à pousser ce cran-là un poil encore plus loin et à pousser ce sujet-là beaucoup plus loin. Mais oui, très clairement, tout le monde s'y met, tout le monde nous en parle. Alors, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui m'a fait me dire waouh, ça va aller trop loin la gestion du fonds que avec l'IA. C'est encore jamais arrivé. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit je veux monter un fonds tout seul, juste avec de l'IA et j'aurais pas d'équipe, personne. Ça, peut-être que ça existe, mais j'ai pas encore rencontré ces personnes-là. Et après, oui, il y a différentes vitesses, mais ça, je pense que c'est avec toute nouvelle technologie. Il y a les gens qui sont un peu plus sur leur process d'avant et qui attendent de voir, notamment aussi parce que des fois, il y a des business ou des problématiques tellement spécifiques qu'ils ont besoin que la technologie soit plus mature, soit que, comme le disait Vincent, que les sociétés qui utilisent ces technologies-là l'adaptent un peu plus à leur process. Il y a le deuxième cran qui va être, voilà, on va chercher plus d'automatisation, mais on a quand même un petit regard et on attend de voir ce que ça donne.
Et après, il y a, on va dire, les early stage adopteurs qui vont, oui, là, partir et tout automatiser avec de l'IA partout. Ça, il y en a quand même un petit peu, même si full automatisation, ça n'existe pas. Mais on parlait de la donnée juste avant et Thomas a extrêmement bien souligné une question qui est, peu importe qui, plus ou moins avancé dans l'adoption de ces automatisations, une des vraies grosses questions autour de l'IA, à chaque fois que nous on peut en parler, automatisation ou IA, c'est où la data va, où est-ce qu'elle est stockée, comment est-ce qu'elle est traitée, est-ce qu'elle est utilisée derrière. Et le fait qu'aujourd'hui l'IA soit aussi démocratisée par des géants qui sont essentiellement aux États-Unis avec ChatGPT, etc., amène énormément de questionnements autour de ça. Nous, c'est un vrai sujet qu'on a en interne et qu'on ne veut pas le traiter par-dessus la jambe, et on ne veut pas juste se dire, bon, on va s'intégrer avec peu importe où, envoyer la data partout. Déjà, nous, c'est une promesse qu'on fait et c'est vraiment quelque chose aussi que ce secteur-là financier, Pierre-Marie aussi en parlait, en fait, tout le monde en parle, qui est très, très, très regardé sur la souveraineté de la data aussi. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que sur la data, tu disais, on parle beaucoup là de l'IA parce qu'il y a la GenAI, mais effectivement, et on aura d'ailleurs l'interview tout à l'heure de Célestin qui est senior data analyst, d'ailleurs data scientist chez Coinbase. Et effectivement, il en parlera pour expliquer effectivement que on parle beaucoup de l'IA, mais il y a déjà de l'IA depuis plusieurs années sur ces sujets de la data. Il y a beaucoup de data analysts qui sont déjà présents sur ces sujets. Mais effectivement, ça c'est assez intéressant. Et puis sur la souveraineté de la data, j'étais assez intéressé il y a quelques semaines. D'ailleurs, sans doute qu'il y aura peut-être des vidéos dispo dans les prochains jours. Je ne sais pas, il faudra demander. Mais il y avait un événement sur data et IA chez OnePoint. Et il y avait, je trouvais deux acteurs qui se différenciaient sur ce sujet. C'était Microsoft et Adobe. Microsoft qui était vraiment sur ce côté très souveraineté de la data et comment est-ce qu'on arrive à sécuriser la data que vous allez nous donner. Et puis sur Adobe qui était de dire, mais en fait, nous, on a généré notre IA de, par exemple, génération d'images via des images qui n'ont pas de copyright. Donc, vous n'allez pas vous retrouver avec des images qui proviennent de vols ou autres. Et donc, c'était intéressant de voir que c'est presque un argument marketing qui est en train d'arriver et qui est assez puissant, je pense, dans pas mal d'entreprises. Parce que tu as raison, Alexandre, c'est un vrai sujet. Une des limites, et je vais donner la main du coup à Pierre-Marie, c'est intéressant parce que chez Ivesta, vous êtes B Corp. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous avez décidé d'être B Corp. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait ce move-là. Et en même temps, on n'arrête pas de dire, mais l'IA, ça pollue beaucoup et compagnie. Comment tu fais ce lien entre les deux et comment tu vois un peu les choses évoluer pour conserver cette rigueur que vous avez eue pour avoir ce B Corp, qui est quand même un label qui est assez, qui est assez important à avoir en termes je dirais de ressources et de travail pour aligner toute la boîte sur ce label-là. Oui, effectivement, ouais, c'est un sujet d'actualité, puisque d'abord sur la partie B Corp d'Ivesta, nous en fait on est B Corp, pourquoi pour s'obliger en fait à exécuter le projet Ivesta et embarquer en fait toutes les équipes dans ce projet, sachant que c'est là où c'est assez bien fait d'ailleurs le B Corp, mais le domaine, si tu veux, de la finance, la finance est très très large bien sûr, mais il est au stade 0, si tu veux. C'est-à-dire que nous, dans notre secteur d'activité, dans notre segment d'activité qui est la gestion de patrimoine par exemple, family office que tu veux, c'est encore un secteur où on est au stade 0. Donc, il y a deux aspects, si tu veux, dans la partie B Corp. Il y a la partie interne. Qu'est-ce que tu fais en interne? Et nous, en interne, effectivement, on avait des super scores sans, en fait, c'était un peu notre ADN de départ, hein, donc c'était même pas forcément calculé. Je veux dire, ça s'est fait un peu naturellement, mais il se trouve qu'on avait la parité à tous les étages, y compris au COMEX, on avait une diversité de profils, qu'on formait bien nos collaborateurs, qu'on souciait d'eux, enfin, tous ces sujets-là, en fait, comme beaucoup de boîtes aujourd'hui, en vrai, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on est les plus vertueux que les autres sur ce sujet-là, mais on est dans les bons standards des boîtes vertueuses d'autres secteurs, si tu veux, dans ces sujets-là, sauf que appliqué à la finance, si tu veux, où c'est un peu dinosaure, on était du coup assez naturellement déjà B Corp sur cet aspect, on va dire, de projet interne de la boîte, de nos collaborateurs, de toutes les parties prenantes, si tu veux, de la boîte. Donc ça, et c'est un élément qui nous tient énormément à cœur, parce qu'on veut que nous et les collaborateurs, et donc toute l'équipe, on bosse beaucoup, on passe toute notre journée à bosser ensemble, et on veut que tout le monde ait la banane d'aller bosser le matin. C'est vraiment la clé pour nous du succès. Et
puis voilà, on n'a qu'une vie, on n'a pas envie d'aller au boulot avec des pieds de plomb, etc. Donc ça, c'est le sujet interne. Et après, il y a le sujet de, OK, donc tes bicorp, machin et tout, comment tu flèches tes capitaux vers des sujets qui soient en cohérence avec le bicorp. Là, nous, c'est pas notre argent, comme tu l'as compris, c'est l'argent d'entrepreneurs qu'on conseille. Donc, nous, notre job, c'est plutôt de leur montrer le champ des possibles, de les alimenter, si tu veux, en données. Pour ceux qui veulent, et il y en a de plus en plus, orienter leurs investissements sur des sujets impact ou responsables, qui est pour nous le cran du dessous, mais qui est déjà pas mal, et ben, qu'on puisse leur proposer des allocations qui soient de plus en plus en cohérence avec leurs valeurs. Parce que les entrepreneurs actuels, je pense que c'est peut-être générationnel, culturel, je ne sais pas, mais il y avait, je me souviens, quand j'ai commencé à bosser, évidemment, tout le monde a une morale, des éthiques, une certaine éthique et tout, mais pour l'investissement, c'était un peu deux cerveaux. Je veux dire, il y avait le côté j'investis, ça va me rapporter, et puis après, il y a ce que je fais dans ma vie tous les jours. Je suis quelqu'un de bien, etc., et je fais ci, ça, et c'est déjà bien, je veux dire, mais là, maintenant, on passe à un autre step où moi, j'ai de plus en plus de clients qui me disent en cohérence, je veux être en cohérence dans mes investissements, qui sont le prolongement, en fait, de ma vie professionnelle. Je veux être en cohérence avec mes investissements. Donc là, nous, on est là pour les alimenter. Parfois, c'est un peu aussi pour les freiner, parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu prends le marché de l'impact, par exemple, on estime qu'au-delà du greenwashing et tout, évidemment, dans lequel il ne faut pas tomber, mais le marché n'est pas encore assez profond pour déployer une allocation totale en impact, en tout cas, à moins de prendre des risques beaucoup plus forts, en tout cas. Donc, on accompagne aussi au gré de l'évolution du marché une infusion vers ces thématiques-là. Et donc, effectivement, le sujet d'actualité en ce moment, c'est par rapport à l'IA, parce qu'aujourd'hui, donc, nous, par exemple, il y a deux grandes classes d'actifs. Il y a tout ce qui est non coté, ce qu'on appelle le private equity, là où travaille Thomas d'ailleurs. Donc, c'est tout ce qui est investissement dans des sociétés qui sont non cotées en bourse. Ça peut être par de la dette, tu leur prêtes de l'argent, par de l'equity, tu investis en actions dans leur boîte, etc. Et puis, il y a tous les marchés cotés, donc les marchés financiers, la bourse en fait. Et dans la bourse, nous, on investit, c'est 50% à peu près de nos actifs et 50% dans le private equity. Sur les marchés boursiers, on essaie d'investir dans les boîtes les plus responsables. Impact, il n'y a pas encore vraiment de boîte impact en bourse de grosses large cap, mais en tout cas des boîtes responsables. Et donc, tu as plusieurs systèmes de notation dans les standards financiers, tu as le fameux ESG, etc. Et puis le plus contraignant, c'est le SRI. Le SRI t'exclut quand même 75% de ton secteur, des boîtes, des 2000 plus grosses boîtes mondiales. Donc, au lieu d'investir sur 2000 plus grosses boîtes mondiales, si tu achètes le marché mondial, tu investis sur 500 boîtes. Bon, dedans, il n'y a pas les pétrolières, etc. Il y a 60 boîtes d'énergie, mais c'est des énergies qui font plus de 50% de leur production énergétique par des énergies renouvelables, par exemple. Tu vois, c'est des comme ça. Donc, tu n'es pas non plus normalement trop en distorsion par rapport à la pondération sectorielle. En revanche, avec l'IA, le sujet qu'il y a, c'est que aujourd'hui, dans le filtre SRI, le critère l'IA, en tout cas, est considéré comme non SRI. Alors, pour deux raisons. Il y a une première raison, évidemment, qui est la partie énergivore, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'un prompt sur ChatGPT, c'est 60 fois plus énergivore que sur Google, par exemple. Après, tu peux te dire, si c'est 600 fois plus productif, peut-être que c'est le premier effet qui se coule, c'est 60 fois plus énergivore, mais peut-être qu'en réalité, en second rideau, en deuxième effet qui se coule, si tu veux, c'est peut-être beaucoup plus productif et donc ça génère peut-être plus de financement ou par ailleurs moins de consommation d'énergie dans l'application derrière parce que tu as les réponses tout de suite. Enfin, bon, oui, c'est ça. Et puis peut-être que tu fais pas 25 recherches sur Google du coup pour avoir l'information dont tu as besoin. Exactement. Effectivement, c'est... Exactement. Donc moi, ça, je suis assez convaincu de ça et vous allez voir pourquoi, du coup, comment on l'applique chez Investa, c'est qu'en fait, je suis un grand disciple de Frédéric Bastiat, qui est un grand économiste du XIXe siècle, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ». Le bon économiste, il voit toujours le second effet, en fait. Il n'y a pas que la première cause visible, mais aussi le second effet. C'est ça qu'il faut voir et ce qu'il faut prévoir, surtout. Et donc, nous, on est assez convaincus que, par exemple, pour l'IA, qui du coup se retrouve sous-pondéré dans ton indice SRI,
au même titre que des pétrolières et autres, alors pour nous, ce n'est pas du tout le même sujet, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que on pense que derrière, dès lors, c'est toujours pareil, que l'outil est bon en tant que tel, dès lors qu'il est bien utilisé, en fait. S'il y a une bonne utilisation, on pense que ça peut participer justement à générer une amélioration de l'énergie consommée, etc. Donc nous, c'est comme ça qu'on fait ça. Et du coup, on doit compenser en fait cet indice SRI par d'autres fonds ou ETF, Nasdaq et autres, pour compenser cette sous-pondération liée à cette lecture qui est pour nous trop limitée, qui est juste en premier rideau. Et l'autre élément, pourquoi la tech en général et l'IA est un peu sous-pondérée dans le SRI, c'est que dans le SRI, il n'y a pas que l'environnemental, il y a aussi tout ce qui est gouvernance. Et dans les boîtes de tech, les Meta et autres, souvent, la gouvernance, elle est trop concentrée par rapport au standard IA, elle est trop concentrée, il y a trop d'écart de rémunération, des sujets comme ça. C'est pas des sujets vraiment environnementaux, et donc là, c'est encore plus subjectif que les sujets environnementaux, et donc on est moins... Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, dans les choix que vous voulez faire, il y a cet enjeu d'être responsable et en même temps de respecter certains critères, tout en se disant qu'en ce moment, c'est quand même les entreprises IA qui voient leur cours de bourse exploser. Donc, il y a des ajustements effectivement à faire et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut réussir à s'aligner là-dessus. Mais hyper intéressant, ça marche. Merci beaucoup Pierre-Marie. Puis en plus, ça nous a fait un petit cours d'économie. J'ai trouvé ça très bien. Écoute, ça nous a permis de nous remettre dans les... justement, tu parlais de Thomas avec 50 Partners. Est-ce que, Thomas, de ton côté, il y a Pierre-Marie qui parlait effectivement de cet effet un peu halo où tout d'un coup, tout le monde en parle, tout le monde voit en fait l'IA en ce moment. Est-ce que toi, dans tes decks, donc dans ces slides que tu reçois chaque jour avec des entreprises qui te proposent de faire des deals avec 50, est-ce que tu vois le mot IA absolument partout maintenant et est-ce que tu arrives à faire le tri, parce que c'est compliqué parfois d'avoir accès à la techno pour vraiment comprendre quelle part d'IA il y a véritablement dedans. Est-ce que vous avez une thèse là-dessus ou comment vous vous en sortez? Alors, oui, on a une thèse là-dessus. Non seulement, il faut que j'y arrive parce qu'en fait, c'est mon métier, donc je suis obligé de faire le tri dans les dossiers que je reçois. Je ne peux pas investir dans tous les decks qui me sont transmis. Notre thèse, de toute façon, c'est d'investir dans les meilleurs projets innovants qui vont créer de la valeur demain et qui vont construire le monde de demain. Donc, dans ce cadre-là, moi, l'IA, oui, ma thèse, c'est de regarder ce qui se passe dans l'IA et d'investir dans des projets qui portent l'intelligence artificielle. Il y a 1 an et demi, ce que je voyais partout, c'était plutôt le Web3, les NFT, le métaverse, qui du coup n'est pas du Web3, mais qui a une autre forme d'innovation. Je le voyais beaucoup dans les decks. Depuis 1 an et demi, justement, il y a eu une bascule un petit peu dans les tendances, et c'est vrai que maintenant, on voit de l'IA un peu partout. On se demande même à chaque fois qu'on reçoit un deck, on parie en interne sur à partir de quel slide va émerger le mot IA. Bon, alors il y a 1 an, c'était plutôt autour de la 4e, 5e slide. Maintenant, on est dès la première. Il y a l'IA tout de suite. Dans la tagline de la startup, en général, l'IA est mentionnée. Nous, notre enjeu, quand on lit un dossier qui porte de l'IA, c'est de savoir quelle est exactement la couche d'IA qui est intégrée dans le modèle. Est-ce que l'IA est utilisée dans le process de création de valeur et de proposition de valeur de la startup, ou est-ce que l'IA est mentionnée comme une surcouche d'utilisation, mais en fait qui n'est pas réellement pertinent dans la proposition de valeur adressée par la startup? Il faut bien qu'on fasse le tri et il faut aussi voir l'IA sous 2 pans différents. Il y a l'intelligence artificielle générative comme une technologie, donc en fait c'est un outil, donc c'est un outil supplémentaire utilisé par la startup pour améliorer, optimiser et booster sa proposition de valeur. Et puis, il y a l'intelligence artificielle utilisée comme un support. Il y a plein de startups qui se positionnent sur des IA qui sont déjà faites, qui ne créent pas de nouveaux outils IA, et sur lesquels, en fait, ils s'adaptent et ils vont venir entraîner les modèles pour les spécialiser sur leur secteur. Et donc, nous, tout notre sujet, c'est de se dire quel est le rôle de cette technologie au sein du modèle. On ne peut pas monter une startup tech juste pour sa tech. La tech, c'est un outil au service de la proposition de valeur. Et donc, on va voir dans quelle mesure ça va venir améliorer et optimiser l'ambition de croissance de l'entrepreneur. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et en fait, du coup, notre lecture, elle ne change pas tellement sur le reste. C'est une lecture sur le marché adressé, c'est sur la taille du marché adressé, c'est sur la technicité du produit et comment est-ce que l'entrepreneur va être capable justement d'adresser cette technologie, de la construire, de la co-construire et de s'entourer pour la rendre optimum. C'est les équipes qui portent le projet. En fait, l'IA, elle va venir, c'est juste un sujet d'études supplémentaires, notamment avec l'IA générative,
mais parmi d'autres. Il faut vraiment le voir dans ce sens-là. T'as pas eu de deck encore avec des gens qui, dans l'équipe, mettaient des agents conversationnels pour dire ils font partie de l'équipe, nous avons notre directeur marketing qui en fait est une intelligence artificielle et peut-être que ça arrivera du coup. Alors, oui. Alors, dans le Web3, c'est courant de voir des avatars, typiquement. Bon, Ok. après, il y a souvent des vraies personnes quand même qui se cachent derrière. Dans l'IA, ça va commencer à arriver aussi. Ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, derrière l'intelligence artificielle, il y a de l'humain de toute façon, hein. Je veux dire, les algorithmes, il faut bien à la base, il faut les construire. Mm. Donc, il faut l'alimenter en données, et ça, il y a des humains derrière. Donc, de toute façon, c'est pas complètement déshumanisé. L'intelligence artificielle, la finalité, ça reste quand même l'humain. Ce qu'il faut, c'est ce que je disais au début, c'est il ne faut pas que l'IA vienne remplacer la décision, elle doit éclairer la décision. Donc c'est vraiment tout l'enjeu aussi de l'utilisation de l'IA. Alors merci, tu m'offres un pont parfait, parce que du coup on va écouter l'interview de Célestin, qui travaille chez Coinbase, qui est Senior Data Scientist chez Coinbase. Il va raconter son profil, il est passé par Google, sur YouTube. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans son parcours, aujourd'hui chez Coinbase, il travaille vraiment le sujet de la sécurisation des échanges, parce que c'est un sujet clé pour eux et que ça représente des millions et des millions d'échanges au quotidien. Et on va voir quelle est sa réponse et comment est-ce qu'il travaille sur ce sujet aujourd'hui. On se retrouve juste après. Je m'appelle Célestin Hermès, j'ai grandi en France. Ça fait presque 9 ans maintenant que j'habite aux États-Unis. J'ai fini mes études, j'ai fait des études d'économie d'abord, puis pivoté un peu plus technique en computer science et en statistique aux États-Unis. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière dans une agence de pub en tant que data analyst. Après, j'ai bougé chez Google en tant que data scientist. J'ai travaillé chez Google, chez YouTube pendant presque 4 ans. J'ai pris une année sabbatique l'année dernière et depuis 2 mois, je suis senior data scientist chez Coinbase. Donc un nouveau job, un nouvel emploi, mais une nouvelle aventure assez excitante. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un terme très large qui rassemble plein de techniques et de méthodes. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est vraiment le terme générique. Dedans, l'intelligence artificielle générative, c'est plus ce qui consiste à créer du contenu. Ça peut être des images, ça peut être du texte. Et souvent, il y a aussi un aspect de compréhension de texte avant. Donc, c'est ce qu'on appelle les prompts. Donc, on dit à l'intelligence artificielle générative ce qu'on veut qu'elle crée. Et ensuite, on a un retour. Et ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être du texte. Et après, dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'autres domaines. Il y a le machine learning, deep learning, reinforcement learning, etc. Donc oui, pour moi, et je sais que différentes personnes vont penser différemment, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est vraiment ce qui rassemble toutes ces différentes méthodes. Je travaille sur tout ce qui est détection de fraude et aussi tout ce qui est compliance. Donc, on a beaucoup de règles et de lois qu'on suit, qu'on respecte évidemment. Et beaucoup de ces applications impliquent du machine learning. Donc, je travaille sur tous ces aspects-là, par exemple, comment est-ce qu'on peut détecter qu'un nouveau client est peut-être un mauvais acteur. Ça peut être financement du terrorisme, ça peut être blanchiment d'argent, ou ça peut être à un niveau beaucoup plus modéré, quelqu'un qui veut juste défrauder Coinbase. Donc, je travaille un peu sur tous ces aspects de détection, mais aussi sur comment est-ce que pour la grande majorité des individus et des clients de Coinbase sont des gens comme tout le monde qui veulent juste utiliser les crypto-monnaies. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que ces bons acteurs, entre guillemets, ne soient pas empêchés dans leur comportement et qu'on puisse vraiment bloquer les mauvais acteurs sur la plateforme. Il y a des millions d'utilisateurs sur la plateforme Coinbase et tous ces utilisateurs en une journée, parce que les crypto-monnaies, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils font plein de transactions, plein d'actions sur la plateforme. Ce serait impossible pour nous de manuellement examiner chacune des transactions. Et donc, l'IA, et plus spécifiquement le machine learning, nous permet très rapidement d'identifier est-ce que c'est une transaction à risque, est-ce que c'est un client à risque, est-ce qu'on doit bloquer, est-ce qu'on doit peut-être juste mettre un délai de 2 jours, 3 jours. Toutes ces choses-là sont vraiment automatisées pour nous.
et ça nous permet d'augmenter le nombre de transactions, le nombre d'utilisateurs de manière automatique, sans qu'il y ait besoin de gens, de réelles personnes derrière, qui doivent examiner une à une toutes les transactions parce que ce serait tout simplement impossible. Dans tous les aspects de fraude et dans tous les aspects de machine learning en général, il y a toujours une population qu'on veut détecter. Dans notre cas, ça va être les populations des gens qui font de la fraude. Mais aucune méthode n'est parfaite. On va aussi détecter des gens qui sont en fait des bons acteurs, mais on va aussi pas détecter des gens qui veulent en fait faire de la fraude. Donc ces deux types d'erreurs, pour nous, sont très importants, mais d'une manière différente. Les gens qui font de la fraude, ils vont nous coûter de l'argent. Donc on doit essayer d'estimer combien ça va nous coûter de ne pas détecter ces gens-là. Et aussi, il y a un coût pour nous de bloquer, entre guillemets, les gens qui ne voulaient pas du tout faire de fraude et qui étaient des bons acteurs. Et ce coût, ça peut être financier, parce que ces gens peuvent peut-être quitter la plateforme, ne pas continuer à nous faire confiance avec leur argent. Mais il y a aussi un coût au niveau de la réputation, parce que ces gens peuvent après aller sur Reddit, écrire des articles, disons Coinbase m'a bloqué, ce sont une mauvaise entreprise, ils nous respectent pas, etc. Ce qui arrive de manière tout à fait réelle. Et donc il y a des coûts dans tous ces niveaux-là. Et pour nous, ce qui peut être très compliqué, c'est comment est-ce qu'on essaye de faire la balance entre ces deux coûts. Et à chaque fois qu'on déploie un nouveau modèle ou qu'on travaille sur un nouveau modèle, il faut toujours qu'on ait en tête, ça va nous coûter de l'argent potentiellement, mais peut-être que ça va être mieux au niveau des utilisateurs, des bons utilisateurs, donc ça peut être assez compliqué. Mais là où l'intelligence artificielle générative peut vraiment nous aider, c'est que les gens qui sont bloqués, si ce sont des bons acteurs, on veut qu'ils puissent continuer à utiliser la plateforme de manière assez fluide et assez simple. Et une façon pour nous de faire ça, c'est on a tout un département d'aide à l'utilisateur, mais on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des chatbots, par exemple, où des gens pourraient discuter avec ce chatbot et le bot pourrait leur dire, il faut que vous preniez, faudrait que vous fassiez A, B et C, et après, tout simplement, automatiquement, toutes les restrictions sur leur compte sont enlevées et ils peuvent continuer à utiliser la plateforme. Donc, ça pourrait vraiment être très intéressant pour nous d'aider les utilisateurs avec l'intelligence artificielle générative à ce qu'ils puissent continuer à utiliser la plateforme. Et de ce point de vue-là, ça nous coûte beaucoup moins cher, du coup, de bloquer des bons acteurs parce qu'ils ont ce chemin vers une résolution assez facile. Je dirais pas que je suis stressé ou inquiet dans le sens mon job va disparaître dans 5 ans, etc. Je pense que ça sera assez différent. Une grande partie de mes journées sont occupées à vraiment écrire du code. SQL, Python, R, des choses comme ça. Je pense pas que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera encore le cas. On a déjà, quand je travaillais chez Google, et vous avez probablement entendu parler de Copilot sur GitHub, de Microsoft aussi, il y a de plus en plus d'outils qui sont vraiment des aides au développement. Et même moi, j'ai vu depuis ces 2 dernières années, ces outils sont de plus en plus puissants et performants. À tel point que parfois j'écris 1 ou 2 lignes et l'outil me donnait les 20 lignes suivantes. Et la plupart du temps, ils avaient raison. Mais c'est pas parfait. Et c'est quand même très intéressant et important. Je pense qu'il y a un humain qui comprenne ce qui se passe. Et même si l'outil peut écrire le code, nous sortir les chiffres, il y a tellement de façons de interpréter les chiffres, de savoir ce qu'il faut en faire, de savoir ce que ça nous dit, ou même qu'est-ce qu'il faut mesurer. Une grande partie de mon job, c'est comment est-ce qu'on mesure le succès, comment est-ce qu'on mesure l'échec. Et tout ça, je pense que pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, je vois vraiment tout ce qui est intelligence artificielle, tous ces aspects génératifs comme une aide pour nous. Et oui, je pense qu'il va falloir qu'on s'adapte, qu'on change un peu nos manières de travailler, mais je pense pas que ça va totalement nous remplacer. Mais peut-être que je suis juste très optimiste.
qu'effectivement, peut-être que nous sommes optimistes, mais peut-être que nos jobs vont pas être remplacés tout de suite, tout de suite. En tout cas, c'était hyper intéressant et c'est vrai que tous ces enjeux il y a eu une nouvelle annonce là de Dante, je crois, qui est une nouvelle application effectivement qui permet de coder hyper facilement et d'aller beaucoup plus vite sur ces enjeux de code. En tout cas, voilà, c'était intéressant d'avoir cette expérience parce que du coup, Célestin travaille beaucoup sur l'IA, pas la GenAI, mais l'IA en tant que telle, pour essayer de comprendre et de sécuriser la plateforme. Et c'était intéressant, je trouvais qu'il montre comment est-ce qu'on pouvait lier l'IA core, je dirais, et puis l'iGen, qui est de dire si on bloque des utilisateurs qui ne fraudent pas, en fait, ça ne coûte pas d'argent au service client pour essayer de les ramener dans la plateforme. En quelques clics, ils arrivent à débloquer leur compte et à continuer l'expérience. Donc, je trouvais ça intéressant. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on passe à la troisième partie de cette table ronde sur vraiment un peu l'avenir de la finance, de votre job. Comment vous voyez un peu cet avenir-là pour vous? Est-ce que Pierre-Marie, tu veux commencer peut-être sur, tu vois, typiquement, c'est quoi l'avenir d'un family office? Est-ce que vous arrivez à dessiner un peu ce que ça peut être à la fois ton job et Ivesta dans déjà 3 ans? Ce serait déjà une bonne vision, 3-5 ans avec l'IA? Oui. Non, mais comme je disais un peu en intro, pour nous, dans notre secteur d'activité, avec l'IA, ça ne va pas révolutionner. En revanche, ce que je pense certain, c'est que ça va accroître encore plus, comment dire, la discrimination entre les boîtes qui savent implémenter l'IA et ceux qui ne savent pas implémenter l'IA. Ça va creuser encore plus l'écart, si tu veux, de performance et donc de prise de part de marché, etc. Voilà, c'est assez simple, c'est vraiment ça, c'est un boost, quoi. Et donc, si tu sais pas, c'est comme, non mais aujourd'hui, en 2024, ça c'est réel, je connais des banques privées séculaires qui sont encore au fax, en fait. Donc, encore le fax. Donc, si tu veux, et puis, c'est des banques qui étaient très prestigieuses il y a 100 ans ou 200 ans, en Suisse ou en France ou ailleurs, mais il n'y en a pas beaucoup non plus, je te rassure, mais qui aujourd'hui sont des micro-banques, qui sont restées des petites banques privées dans un hôtel particulier, etc. Ça a son charme aussi, hein, honnêtement, c'est assez amusant, mais par rapport au prestige qu'elles avaient il y a 100 ou 200 ans, si tu veux, elles sont complètement atomisées. Et donc, l'IA, pour moi, c'est un peu comme le téléphone, Internet. Si tu ne l'utilises pas, tu vas te faire, tu vas tomber aux oubliettes, quoi. Donc, c'est tout. Donc, c'est comment tu implémentes, comment tu t'entoures des bonnes personnes, des bons conseils. Parce que moi, je n'y connais rien à l'IA, pour implémenter l'IA dans la boîte et que ce soit productif, quoi, et que ce soit vraiment un gain de productivité pour tout le monde. C'est vraiment ça le sujet. Je crois que les données financières, on le voit déjà d'ailleurs dans les marchés boursiers, là, en 2023, par exemple, les marchés ont cartonné contre toute attente. En 2023, les marchés actions mondiaux, États-Unis, Europe, tout ce que tu veux, ils ont fait 25% de performance. Alors qu'au début de l'année 2023, entre la guerre en Ukraine, la hausse des taux, tous ces sujets qui sont passés en 2023, personne n'aurait pu, la Chine qui ne redémarre pas, personne ne s'attendait à ce que le marché soit positif. Alors, ça n'a pas été drivé que par l'IA, bien sûr, mais quand même pas mal, parce que 70% de la performance vient quasiment de 7 boîtes, hein, qui sont les Meta et compagnie, la fameuse 7 magnifiques. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que il y a déjà en 2023, de manière très concrète, hein, c'est pas des paroles comme ça, il y a déjà de manière très concrète dans les comptes de résultats des boîtes en 2023 des gains de productivité qui sont énormes, en fait, qui sont quasiment de l'ordre de 10%, en tout cas aux États-Unis, de gains de productivité où l'IA est le plus gros contributeur. Si tu veux. C'est déjà en gain de productivité, c'est déjà énorme. Et pour finir là-dessus, peut-être, mais la papesse de la tech aux États-Unis, la fameuse Cathie Wood, qui après peut être discutée sur ses performances, mais c'est autre chose, mais en tout cas qui est considérée comme une voix qui est écoutée aux États-Unis, elle estime, c'est peut-être un peu exagéré, je ne sais pas, mais elle estime qu'à 2030, grâce à l'IA, le PIB, notamment américain, va doubler. C'est-à-dire que sans l'IA aujourd'hui, mettons qu'il soit 3% par an, il serait de 6% par an, grâce à l'IA, à partir de maintenant jusqu'à 2030. Ok. Mais donc, c'est très significatif, quoi. Peut-être qu'on va rentrer dans une zone où tout le monde est là, le monde est plat, on va rentrer dans des croissances très molles, etc. Peut-être qu'on va rentrer dans une période de croissance dingue, grâce à l'IA aussi, on ne sait pas. Ok. Bon, alors, laissons ce point d'interrogation. Écoute, en tout cas, c'est assez intéressant de voir effectivement cette différence entre ceux qui prennent le pas et ceux qui ne le prennent pas. Effectivement, il va y avoir des grosses différences là-dessus, c'est clair. De ton côté, Thomas, comment tu vois un peu l'avenir de
de ton métier ou de 50? Alors désolé, du coup, je vais te contraindre par le temps, parce qu'il nous reste 3 minutes. Ah oui, non, en une minute. Effectivement, en fait, 50 Partners, comme les startups, voilà, on est une entreprise, donc nous aussi, il faut prendre le pas de l'IA. Faut pas, sinon, il y aura des facteurs discriminants, et si on ne prend pas le pas de l'IA, il y aura peut-être des sociétés qui sont plus performantes que nous. Donc, on doit aussi, l'avenir du métier, de mon métier avec l'IA, c'est de détecter en quoi l'IA peut être utile pour moi et en quoi elle est aussi utilisable dans mes contraintes aussi du quotidien, réglementaire notamment. Et aussi, ça doit me permettre de continuer, poursuivre une automatisation, et ça, Alexandre en a parlé, de tous mes process aussi en interne, pour aussi passer plus de temps, notamment avec du temps humain passé à rencontrer des entrepreneurs. Moi, très concrètement, la technologie va permettre de sortir de mon quotidien de la technologie, de faire plus d'humain, moins de technologie grâce à la tech. Donc voilà, c'est comme ça un peu que j'imagine l'avenir de mon métier, notamment grâce à l'IA. Et puis continuer à affiner ce feeling dont parlait Alexandre, effectivement, dans la relation que tu as avec tes entrepreneurs. Ouais. Hyper intéressant. Et Alexandre, de ton côté, toi, quel est un peu l'avenir de EDA avec l'IA? Alors, je sais que vous allez faire des grosses annonces, donc je ne dis rien et je ne te pousserai pas au vice. C'est gentil, c'est gentil. Non, mais très, très simplement, nous, notre métier, c'est de créer les meilleurs outils possibles pour les investisseurs. Donc, toute technologie qui émerge, qui nous permet de répondre au mieux aux besoins. Et d'ailleurs, ça a été souligné par Thomas et Pierre-Marie. Les besoins, ça doit être le principal, et créer de la valeur plus que juste mettre le terme IA quelque part. Donc, nous, très clairement, on ne voit pas du tout l'IA comme une menace. Au contraire, on le voit vraiment comme un outil, une opportunité qui va nous permettre de rendre nos utilisateurs plus performants, accélérer leur prise de décision et leur créer encore plus de valeur. C'est exactement comme ça qu'on voit les choses. Après, à titre en interne, comme le disait Thomas, on reste aussi nous une startup, donc on utilise aussi l'IA dans nos propres process sur d'autres sujets. Mais voilà, nous on la voit vraiment comme une technologie à intégrer pour créer encore plus de valeur et permettre à Thomas, Pierre-Marie et tous les autres investisseurs du monde dans les prochaines années d'améliorer leur process et d'être plus performants. Trop bien, merci Alexandre. Merci à vous trois en tout cas d'avoir pris ce temps-là. Je sais que vous avez des agendas bien remplis, donc merci d'avoir pris ce temps de nous expliquer, nous raconter ce que vous faites avec l'IA. C'est vraiment hyper intéressant. Et effectivement, dans le monde de la finance, beaucoup disent en tout cas que c'est le secteur qui va être le plus impacté par l'IA et que ça va énormément bouger. Donc c'est intéressant de voir qu'on en est au balbutiement, que ça commence et qu'il y a pas mal de belles choses qui vont arriver. Donc ça, c'est vraiment super. Un grand merci à vous. On peut vous retrouver sur LinkedIn, évidemment, pour ceux qui nous regardent. Si vous avez envie d'échanger avec nos interlocuteurs, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très vite, évidemment, pour une nouvelle émission. Le mois prochain, on parlera de la mobilité et on aura des personnes de la SNCF, de la RATP. Nous verrons comment est-ce que nos mobilités se transforment avec l'IA dans les villes et sur les routes. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Je vous dis à très vite. Salut, ciao. Merci beaucoup.